me sens très en paix avec l'idée qu'un jour je vais mourir. Entre la vie et la mort, Lucas touche au nirvana, alors que sa famille est éplorée. C'était il y a 24 ans, pourtant les souvenirs de son EMI sont intacts, une des particularités bien connues du phénomène. C'est comme si je plongeais dans un bain de particules scintillantes comme ça, comme des atomes qui brillent, mais qui sont toutes en harmonie les unes avec les autres. Pendant longtemps, j'ai eu très peur de la mort et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Le froid n'est pas étranger à cet apaisement, bien sûr. On est le 31 décembre 2022 et 2022 va bientôt passer de vie à trépas. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous parler de la forme ultime du froid, qu'est la mort. Plus j'apprends à connaître le froid et plus je comprends à quel point c'est un compagnon de joie. C'est possiblement un compagnon de joie quand on l'accueille comme un ami. J'avais l'intuition déjà que, étant donné que la mort c'est la forme ultime du froid, enfin je me suis toujours dit ça, j'avais l'intuition que la mort, ça pouvait ne pas être si terrible en fait. Récemment j'ai lu un livre sur la continuité de la conscience après la mort. Wow, d'un seul coup au calme, tranquille, je vous parle de continuité de la conscience après la mort. Je vous redonne un peu de contexte. Ça a commencé avec un homme qui s'appelle Christophe Forêt, qui va apparaître quelque part. Christophe Forêt, c'est un homme qui a fait des études de médecine et il s'est spécialisé dans les soins palliatifs au début de sa carrière. C'est quand les gens ils ont très très mal parce qu'ils ont eu des accidents très très graves, on les met en soins palliatifs pour soulager leur douleur. Il est devenu psychiatre. Au fil du temps, il y a des gens qui ont commencé à lui raconter des expériences de mort imminente, des expériences de contact avec des défunts ou des expériences de fin de vie. Au début, il était hyper sceptique parce qu'il vient du milieu médical, d'un milieu hyper cartésien, mais à mesure que le temps passait, il pouvait pas faire comme si ça n'existait pas. Il était obligé de prendre ses récits au sérieux, surtout parce qu'il observait que les patients qui lui en parlaient, en tant que psychiatre, ils n'avaient pas de problèmes mentaux. Ils commençaient tous leurs phrases par « Docteur, je suis quelqu'un de très cartésien, mais... » Et le grand intérêt qu'il a trouvé à ces récits, c'est que ça faisait un bien fou à ses patients. Donc il s'est dit, moi, je suis devenu médecin pour apaiser les souffrances des autres. J'observe que ces récits offrent un énorme apaisement aux gens, donc ça mérite que je m'y intéresse plus. Et puis il y avait toujours la voix du cartésianisme qui disait « C'est sûrement un mécanisme qui a été mis en place par le cerveau pour apaiser les souffrances ou le stress, un stress trop insupportable pour le corps. » Voilà, tout le discours du cartésianisme. Lui-même, il dit, mais en fait, moi, je risquerais pas de faire un livre, je risquerais pas ma carrière en publiant un livre que tout le monde peut lire, en disant des trucs infondés. Il dit, non, moi, je me suis rapproché des plus grosses têtes scientifiques aujourd'hui qui ont publié des données qui se fondent sur des centaines de milliers de témoignages depuis plus de 60 ans qui ont été croisés, triés, analysés avec des protocoles scientifiques qui sont publiés dans des journaux qui ont beaucoup de crédibilité aujourd'hui, des journaux scientifiques. Il s'est dit, voilà, moi je viens de la communauté scientifique, je me fonde sur un travail sérieux et on ne peut plus penser que les expériences de vie après la mort relèvent de la croyance. Il y a un fondement scientifique derrière les expériences de vie après la mort. En lisant ce livre, il s'est passé un truc bizarre à l'intérieur de moi-même, c'est que au fur et à mesure des pages, il y avait comme une intuition, une voix dans ma tête qui se disait « Ah mais oui, c'est vrai, comment j'ai pu oublier un truc pareil? Comment j'ai pu oublier ça? Ah mais oui, comme un truc qui se souvenait de quelque chose. » C'est complètement dingue, je sais. C'est un peu comme quand on se rappelle un rêve. C'est comme si c'était une info qu'on avait tous toujours eu, mais qu'on a tous oublié, genre le truc le plus énorme qu'on puisse avoir oublié. Vous voyez, dans la mythologie de Platon aussi, il y a cette idée que les âmes, avant de s'incarner, passent dans le fleuve de l'oubli. Et ça m'a fait penser à ça, en fait, cette expérience. Voilà, donc c'est super étrange, mais mon intuition a été renforcée par le fait que ce qui était relaté dans le livre, par rapport à la mort, collait super bien avec ce que moi je ressentais quand je m'exposais au froid. Ce que ces gens décrivaient pendant leurs expériences de mort imminente, ça ressemblait énormément à ce que moi je vis quand je m'expose au froid avec hospitalité. Et si la mort, c'est comme je le pense ou comme j'en ai l'intuition, la forme ultime du froid, ça a grave du sens. Je vais vous dire en fait les 3 grandes caractéristiques communes que j'ai trouvées entre les expositions au froid
et ce que ces gens ont à nous raconter des récits de mort imminente. La première caractéristique commune, c'est la sensation de chaleur. Pendant les sorties de corps, ce qui revient dans les récits, c'est cette sensation de chaleur et de douceur extrême. Genre, c'est même indicible avec des mots pour la plupart des gens. Et paradoxalement, ce qui se passe aussi quand on entre dans le froid, ça les pratiquants de la méthode Wim Hof le savent, c'est que au bout d'un moment, le corps s'habitue et on ressent une très grande chaleur. La deuxième caractéristique qui serait commune entre la mort et le froid, c'est le fait de se sentir recentré sur l'essentiel. Quand on s'immerge dans le froid, d'un seul coup, automatiquement, on pense plus à ce qui s'est passé avant, on pense plus à ce qui s'est passé après, on ressent plus aucune douleur. On est recentré sur le souffle. Et le souffle, j'arrête pas de le dire, c'est pas juste la respiration. Pour moi, c'est aussi l'âme. C'est aussi ce qu'il y a dans le cœur. Et pendant les expériences de vie imminente, pendant les expériences de mort imminente, ce qui revient beaucoup aussi dans les récits des gens, c'est qu'il y a cette sensation d'amour très très fort, d'amour inconditionnel qui est indicible avec des mots dont ils se sentent complètement imprégnés ou d'un seul coup ils comprennent pourquoi les choses sont comme elles sont, que tout a un sens qui est inintelligible quand on est vivant et que... mais que ce sens est là et qu'il existe très fort. Donc voilà, il y a cette espèce de réancrage sur ce qui compte, sur ce qui est essentiel. Dans le froid, on ressent cet amour et apparemment, après la mort, on le ressent aussi. Et la troisième caractéristique commune, c'est la sensation de joie et de paix dans cette espèce d'amour inconditionnel. Quand on est dans le froid et qu'on l'accueille comme un ami, on peut, au bout d'un moment, avec la pratique, ressentir cet amour, cette paix et cette joie. Ce qui se passe automatiquement, c'est que le corps sécrète plein d'hormones qui forment un cocktail du bonheur dans le corps. Et parmi ces hormones, il y a notamment la noradrénaline. La noradrénaline, c'est une molécule qui est de plus en plus utilisée dans les traitements antidépresseurs. Après, bien sûr, il y a aussi toutes les endorphines, la dopamine. Donc tout ce cocktail d'hormones du bonheur qui physiologiquement crée un état d'euphorie dans le corps quand on est dans le froid. Cette espèce d'euphorie, c'est aussi quelque chose qui revient dans les récits de vie après la mort. Cet état de paix et de joie et d'amour indescriptible, ça me fait énormément penser à ce que moi j'ai pu ressentir en m'exposant au froid. Tout ça, ça m'a apporté énormément de paix par rapport à la mort. Ça m'a permis de vivre beaucoup plus intensément aussi. Je pense que s'immerger dans le froid, c'est une excellente façon d'apprendre à mourir et donc d'apprendre à vivre aussi. On peut se délester de ce qui est superflu pour se recentrer sur l'essentiel. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'invite le monde entier à s'exposer au froid à divers degrés, progressivement à votre rythme. C'est un des bienfaits du froid dont on parle peu. Apprendre à mourir, apprendre à aller dans le froid, c'est apprendre à mourir et c'est donc aussi apprendre à vivre. Si vous voulez goûter à ça dans un cadre sécurisé émotionnellement et physiquement, bien sûr vous pouvez nous rejoindre, ma collègue Virginie Sénizergue et moi, en stage. Toutes les infos sont dans la description. Vous pouvez bien sûr aussi juste commencer par mettre quelques secondes de froid après votre douche chaude la prochaine fois que vous en prendrez une. Et ce sera déjà un excellent début. Je vous souhaite la plus belle année 2023, pleine de toute la beauté du monde. Je vous souhaite de rencontrer les merveilles du monde en 2023. Je vous envoie toute la tendresse givrée et à bientôt. Le récit... Ok, je peux le faire. I can do it. I can do it, baby. Ha ha ha.